Ainsi que pour commencer, nous avons le grand plaisir d'entendre la voix du professeur Régis Malher de l'Université de Bordeaux-France, professeur qui a dirigé le laboratoire Culture, Éducation, Société, l'ACES, de 2012 à 2018, puis a été nommé membre senior de l'Institut universitaire de France en octobre 2018. Ces domaines de recherche sont l'analyse des politiques éducatives, la formation des enseignants, l'inclusion sociale et les politiques curriculaires, dans une perspective souvent comparatiste et internationale. Il a assumé de très nombreuses fonctions institutionnelles et de recherche, y compris à l'international, notamment en tant que président de l'Association francophone d'éducation comparée et en tant que rédacteur en chef de la revue Éducation comparée. Entre autres, nombreux projets. Sa conférence porte sur les contextes dans l'étude internationale des politiques et des dispositifs de formation cherchés et formés par le comparatisme. Je lui passe la parole pour 40 minutes. Oui, nous passons la parole à M. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Bon. Alors, je voudrais d'abord remercier, bien sûr, l'Université des Antilles pour son invitation, l'ADME Europe, son président, le CREF et son directeur, la présidente du conseil scientifique de ce colloque, Lucie Mottier-Lopez, et tout particulièrement, je voudrais aussi remercier Elisabeth Sayeva pour son accompagnement durant ces 2 années finalement de colloque. Et je suis très heureux à la fois pour nous, mais aussi pour vous, que ce colloque puisse se tenir dans ces conditions, en format hybride, certes, mais enfin avec quand même beaucoup de monde. Donc je pense que c'est en soi un motif de satisfaction. Alors, on m'a proposé effectivement de vous parler de la question du comparatisme et de la façon dont, en tant que comparatiste, on travaille sur la notion de contexte. Alors, je ne suis pas un méthodologue de l'évaluation, mais simplement, je dirais, chercheur en éducation comparée, chercheur en sciences de l'éducation et formateur aussi d'enseignants. Et c'est un peu sur ce plan que je vais essayer d'élaborer quelques propositions et mettre sur la table un peu, je dirais presque des retours d'expérience, hein, plutôt que véritablement des éléments complètement stabilisés, puisque c'est un colloque, donc il y a une fonction aussi un peu de discussion. Sur la base justement de nos travaux en éducation comparée au LACES et au-delà, en rappelant aussi, puisqu'après tout, lorsqu'on parle, il faut aussi situer un peu son propos par rapport au type de recherche qu'on mène, j'ai plutôt une approche qualitative de la recherche, et donc les propos que je vais tenir seront marqués aussi par cette indexation, on pourrait dire méthodologique, qui, sans les exclure en tout cas, ne se positionne pas en référence à d'autres stratégies de recherche ou d'autres méthodologies. Enfin, un élément qui est aussi sur lequel je souhaite insister, c'est véritablement que les activités de chercheurs et de formateurs, d'enseignants se nourrissent, enfin pour moi comme pour tout le monde, je pense, parmi nous, s'auto-alimentent, s'inter-alimentent. Et au fond, depuis 5-6 ans, on a développé un master de formation de formateurs à l'international pour des gens qui travaillent dans des contextes interculturels, plurilingues. Et il va de soi que à la fois les étudiants qu'on a accompagnés, les travaux qu'ils ont menés, nourrissent aussi nos réflexions. Alors, le plan d'exposé que je vous propose est en 3 temps. D'abord, la question de la construction du contexte dans la démarche comparatiste en postulant l'idée que le contexte ne se donne pas, mais il est à construire. C'est quelque chose que je voudrais étayer parce que c'est un élément, de mon point de vue, important pour ne pas se leurrer de catégories qui s'imposent, au fond, dans l'espace social et qu'on envisagerait d'emblée comme un contexte. Le contexte, c'est quelque chose qui doit se construire, quitte à déconstruire les catégories qui s'imposent à nous et qui sont marquées souvent par des territoires qui sont politiques, qui sont institutionnels et auxquels le chercheur sans doute doit être attentif parce qu'ils ont une fonction dans la réalité sociale qu'on approche, mais ils ne sont qu'une partie de cette réalité. Donc, je pense qu'il est important d'envisager justement la notion de contexte comme construction, voire comme déconstruction d'emblée. C'est ce sur quoi je commencerai, après quoi je
j'envisagerai la question de la comparabilité. C'est-à-dire que comment on peut considérer à un moment donné que des contextes sont effectivement comparables. Est-ce que c'est la proximité? Est-ce que c'est le fait qu'on projette sur eux des ressemblances, des similarités, ou au contraire des différences? Et au fond, sur ce plan, je pense que il est important d'adopter disons, un point de vue, de pondérer peut-être l'idée selon laquelle on compare ce qui se ressemble. Donc ça, c'est un élément sur lequel je voulais aussi apporter des éléments de discussion pour glisser aussi sur la question importante de mon point de vue de l'attribution. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'attribution, c'est comment faire reposer ce qu'on observe sur des éléments particuliers. Comment dire, par exemple, que l'état de l'école est l'état des écoles qu'on va enquêter ou des évaluations situées vont être l'illustration de ce qu'est, par exemple, l'école française ou l'école allemande ou même l'école antillaise. Qu'est-ce qui permet à un moment donné de mettre de s'aventurer sur, je dirais pas la généralisation, mais l'attribution de ce qu'on observe à des éléments plutôt qu'à d'autres. Et ça, je pense que ça appelle aussi une réflexion méthodologique, finalement, qui permettent de prendre en compte cette tension. Et enfin, et je bouclerai la boucle là-dessus, la question de la formation. Parce que je pense qu'il y a dans le comparatisme, et c'est pour ça que je l'avais d'ailleurs proposé dans le titre, une dimension qui est à la fois éclairante par sa vertu contrastive. Elle permet véritablement de saisir des contextes en référence à ce qu'ils ne sont pas. Donc, il y a des enjeux d'identité, altérité sur lesquels on va aussi essayer de réfléchir, mais elles ont une fonction, je dirais, de formation forte. C'est-à-dire que lorsqu'on forme, comme c'est notre cas des enseignants, quand on forme des professionnels, quand on éduque aussi, quand on est enseignant soi-même et qu'on forme des jeunes ou eh bien, il y a une dimension éthique aussi, il y a une dimension citoyenne dans le fait de s'ouvrir à des altérités qui nous permettent de nous penser, de nous situer finalement dans le monde. Et c'est un peu cette idée que je vais essayer de défendre là, c'est-à-dire cette articulation entre recherche et formation dans une visée de compréhension, de formation, de situation au sens d'orientation dans le monde et d'action au bout du compte. Donc, la dimension est à la fois axiologique, elle renvoie aux valeurs et donc de fait à l'évaluation, mais aussi à l'action pédagogique, ou tout simplement à l'action sociale, l'action en société, agir en société. Je commencerai par le premier point, qui est donc la question du contexte dans la démarche comparatiste. Commençons par un rappel, parce que je pense que ça va de soi pour vous, mais difficile de tenir un discours sans préalable précaution d'usage. Et parmi celles-ci, il me semble qu'il faut rappeler qu'au fond, en tant que chercheur, on est toujours guidé dans ses recherches par un point de vue, c'est-à-dire qu'on envisage ou on construit des objets en référence à des intérêts de connaissance, qui du coup vont se traduire en stratégie de recherche. Celles-ci ne sont pas toutes compatibles. Il peut y avoir des porosités, mais il faut considérer que les yeux ne sont pas des fenêtres et que comparer, ça n'est pas simplement décrire des contextes qui existeraient en soi indépendamment du point de vue que nous portons. Ce point de vue, il n'est pas seulement subjectif, il est aussi lui-même le fruit d'un travail d'élaboration à la fois épistémologique, théorique et bien sûr méthodologique. Alors, je repère, après d'autres, classiquement, trois points de vue, trois perspectives qui existent et qui, en fait, s'enracinent aussi un peu dans l'histoire des sciences sociales, hein, bien au-delà de l'éducation comparée ou des sciences de l'éducation. La perspective fonctionnaliste, qui est une perspective qui a la particularité en quelque sorte, de considérer la comparaison sur la base de termes qui seraient les mêmes dans différents environnements. Je prends l'exemple de PISA, mais c'est l'idée qu'au fond, on compare terme à terme des objets avec finalement une forme de neutralisation des contextes dans lesquels ils s'expriment. C'est-à-dire qu'on l'exemple type que je prends, c'est le cas de PISA, c'est-à-dire que PISA, c'est typiquement le modèle de comparaison et d'évaluation dans lequel il s'agit en somme, même si
et j'y viendrai ensuite, même si la notion de contexte apparaît, eh bien, malgré tout, il y a une fonction de neutralisation des contextes culturels dont on évalue les performances éducatives à des fins performatives, c'est-à-dire que la particularité d'une approche fonctionnaliste de type PISA, c'est qu'elle ne vise pas simplement à rendre compte d'une réalité, mais d'agir sur celle-ci. Et au fond, en créant des outils et des productions qui informent les systèmes eux-mêmes de leur position par rapport à d'autres, elles agissent sur les politiques éducatives dont elles rendent compte de l'état du système. C'est en cela que la perspective fonctionnaliste relève d'une conception presque ahistorique ou aculturelle des contextes. J'y reviendrai parce qu'il y a là des éléments intéressants, y compris dans l'évolution de PISA, qui introduit progressivement la notion de contexte en référence à des démembré en quelque sorte de sa dimension culturelle et sociale. Alors j'ai perdu mon affaire. Je sais pas, vous voyez vous? Alors, tout. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je commis une erreur? Non, je pense pas. Parfait. C'est fait en bas, non? Bon, bah, il est revenu, c'est très bien. J'espère qu'il est revenu aussi pour les gens. Ouais, je vois. Ah, Pour oui. les gens à distance. Ok, alors je vais essayer de ne pas toucher trop. Alors, là, Quelqu'un est-il connecté à distance et voit-il la même... Oui, c'est bon. Merci. La perspective culturaliste est radicalement différente. C'est une perspective qui tend presque à l'opposé de la perspective fonctionnaliste, à conférer au contexte culturel une dimension irréductible. C'est-à-dire qu'on compare des choses, mais sur la base de l'idée qu'ils ont, chacun des contextes approchés, une sorte d'autonomie par rapport à l'autre. Et donc quelque chose de radicalement différent, mais qui, sur le plan des sciences sociales, a été très puissant. C'est-à-dire, on compare, mais dans une logique de caractérisation, et donc, en quelque sorte, de distinction, de différenciation, de séparation. La perspective fonctionnaliste va opérer une continuité intercontextuelle quitte à la neutralisation de ces contextes. La perspective culturaliste va au contraire postuler en quelque sorte la séparation de ces contextes sur des bases d'idiosyncrasie, on va dire, culturelle. Et enfin, la perspective de force qui sont transnationaux et qui, indépendamment de la singularité de chacun de ces contextes, opèrent. J'ai un nouveau permis, possiblement. Je ne vois même plus. Alors, voilà. Donc, je pense que le danger, c'est d'aller dans les... Du coup, je vais déplacer la fin. Alors, peut-être, en tirant les flèches, en déplacement. Très bien. Ah, moi, il y a un souci. Ça va plutôt là. C'est une notation. C'est normal. Ah oui, sur le 27 ans. Tout ça. Moi, c'est une modification trouvée. C'est comme ça, tu vois les lignes. Moi, je ne sais pas où mettre la vidéo. Le temps sera décompté. Le temps sera décompté. Bon, ça tourne. Au moins 40 minutes. J'ai la vidéo qui redémarre.
Non, non, j'ai pas la vidéo. Aussi de démarrer la vidéo, veuillez sélectionner une autre caméra. C'est bien la bonne caméra. Ici. Je vais sortir au retour. Désolé. C'est mieux. Excusez-nous pour les personnes qui sont à distance. On a une question technique. Voilà. Bien. Alors. Merci de mettre le chat si vous nous entendez bien. Nous allons repasser la parole à monsieur le professeur. Alors, je poursuis pour. En plus, la mise en forme a bougé, mais c'est pas grave. Alors, ce que je viens d'évoquer, donc, si je reprends le fil de. Ces distinctions. Ah ben voilà, c'est reparti. On a tendance à partir tout seul, en fait. Alors, je poursuis pour dire simplement que ces distinctions, évidemment, elles valent dans l'analyse des dispositifs comme des politiques. Et ce sur quoi je voulais insister, que j'ai... je vais me rapprocher un peu plus. Je vous assure que je suis à 4 cm. Donc, ça renvoie à l'idée qu'au fond, les politiques éducatives, par définition, leur unité d'analyse, ce n'est pas d'abord et avant tout l'État-nation. Hein, c'est une manière aussi d'être un peu provocateur par rapport à ce qu'on appelle les évaluations ou les comparaisons internationales. Dans le titre initial que j'avais proposé, j'avais proposé le titre de comparatisme international. C'est d'ailleurs ce qui doit apparaître dans le programme. À l'arrivée, finalement, je l'ai changé pour interculturel. Parce qu'en fait, produit des normes, produit des... Je vais le retrouver. Produit un certain nombre de normes par rapport à l'éducation, mais c'est vérifié. Ainsi, un certain nombre de travaux, par exemple, qui, dans le cadre de comparaison internationale, s'appuient sur les formes d'organisation administrative de l'État, eh bien, se heurtent à des éléments qui sont, par exemple, hein, je prends un exemple parmi d'autres, mais qui est qu'on ne peut pas généraliser sur la base d'analyse de politiques éducatives dans des États décentralisés, dimension fédérale, dans la mesure où, par exemple, la Suisse en est un aussi bien que l'Inde ou le Canada.
Donc, on voit bien que la forme de régulation politique n'est pas en soi une matrice pertinente. Ce qui compte, c'est véritablement d'intégrer en tant que chercheur, comparatiste ou pas d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas dit, mais le comparatisme, la comparaison n'est pas le privilège des comparatistes, puisque la recherche même en sciences sociales confère les travaux de Durkheim, de Weber, et par définition comparatiste. C'est de la cumulation des cas qu'on produit du savoir. Simplement, il y a dans la démarche comparatiste une forme explicite de mise en œuvre de cela. Ce dont le chercheur doit être conscient, et probablement aussi l'investir particulièrement, c'est le fait qu'il doit faire avec ce que Rigney appelle une économie de la mémoire. C'est-à-dire que les États-nations, par définition, visent à préserver la continuité de l'État, de la nation et de la culture. Les travaux d'Ulrich Beck ont bien montré comment les États-nations ont produit des cultures nationales, la logique culturo-nationale, en réduisant parfois, de manière purement formelle et projective, l'idée de culture à l'idée de nation. Or, l'école, justement, parce que c'est quand même un des objets privilégiés de l'éducation comparée, l'école est précisément ce lieu où s'accomplit la mémoire collective produite précisément par l'État. Ce qu'il convient de faire, c'est précisément de ne pas se leurrer de cela en tant que chercheur et de ne pas faire de la carte du monde que fournissent les États une sorte d'allant de soi de la recherche comparatiste. Et c'est une manière de distinguer, effectivement, comme le dit Rigney, ce qu'elle appelle une mémoire patrimoniale d'une mémoire vive, c'est-à-dire qui permet d'intégrer les dynamiques sociales, sociétales qui ne sont pas contenues dans le programme étatique. C'est une évidence, mais il est important de l'avoir en tête dès lors qu'on fait de la comparaison interculturelle et en particulier internationale. Cela suppose donc de prendre de prendre en compte des variables qui sont celles que je viens d'évoquer, c'est-à-dire et qui passent le plus souvent par l'État, dans toutes ses formes, nationales ou infranationales, mais aussi supranationales. Je ne rentre pas dans ces considérations-là, mais il va de soi qu'aujourd'hui, la légitimité politique et l'autorité et les normes sont érigées à différents niveaux du système. Mais il faut intégrer aussi dans la compréhension, y compris des politiques, pour s'extraire d'une vision descendante, verticale, qui est en réalité tout à fait élaurante, la circularité, le caractère systémique finalement des politiques, et qui renvoie justement à toute une série d'éléments qui ont été notamment pointés par Lethan Coy, grand comparatiste, et qui considère qu'au fond, l'expression culturelle passe par la compréhension des croyances, de l'organisation sociale, des techniques de production, d'occupation de l'espace, la langue, et derrière la langue, entendez les langues, puisque nous sommes, y compris, je dirais, et même si l'État-nation, c'est souvent, en tout cas c'est le cas de la France, construit sur la violence faite aux langues régionales, malgré tout, et je le dis ici comme je le dirais ailleurs, y compris en métropole, est marqué par ce plurilinguisme qui ne caractérise pas donc simplement le caractère international des études comparatives. Donc ça, ce sont des éléments qui me paraissent importants de souligner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contextualiser sans, à un moment donné, adopter un point de vue critique ou, disons, ne pas prendre pour argent comptant les catégories qui sont imposées. L'autre élément que je voulais souligner et que j'ai déjà évoqué en introduction, et que d'autres chercheurs ont pu mener, eh bien, repose sur l'idée qu'au fond, je vais peut-être le réactiver pour nos camarades lointains, pour dire que, en fait, ce qui fait la comparabilité, un des éléments de la comparabilité des contextes et même de leur construction, c'est la construction de problèmes communs. Ce qui fait finalement la comparabilité, et je vais y venir ensuite, c'est la capacité à mettre en relation
des environnements travaillés à différents niveaux, on ne peut pas être spécifique, mais on pourra donner quelques exemples, par des problèmes communs. Et comment, précisément, des communautés humaines mettent en œuvre des stratégies de problèmes et sur la mise en relation des objets construits. Que ces objets soient, alors je vais expliquer ça, soient spontanément séparés ou qu'ils soient artificiellement reliés. Je prends un exemple. Il y a des objets qui tendent à séparer les contextes parce que précisément leur indexation à des politiques publiques et à des conceptions de l'éducation est très forte. Je prends l'exemple de la laïcité. Les gens qui travaillent sur la mise en œuvre d'un programme de laïcité dans différents contextes, ou bien de l'éducation aux faits religieux. Et de ce point de vue-là, on a souvent du coup une tentation d'inférer finalement l'analyse des contextes aux contextes nationaux précisément du fait qu'il est question de politique scolaire et de conception de l'enfant, de l'éducation. Donc, on est dans une logique séparative. A contrario, je pense qu'à quelques travaux, on a des gens qui vont travailler, par exemple, sur les pratiques culturelles des jeunes, ou les pratiques culturelles, la façon dont la consommation des industries culturelles, musicales. Et ça, singulièrement, ça s'affranchit très généralement du cadre national de leur expression. C'est-à-dire qu'on crée, sur la base de pratiques partagées, l'idée qu'il y a une ressemblance. C'est de mon point de vue quelque chose qui est discutable. Il y a en réalité, y compris dans l'éducation aux faits religieux ou la manière dont je prends cet exemple et je pourrais en prendre d'autres, on pourrait dire des invariants anthropologiques, des choses qui sont communes, mais qu'on va gommer au profit des spécificités nationales, pendant qu'on va, par rapport à d'autres objets, privilégier la continuité des phénomènes, en négligeant, en euphémisant le caractère ancré des comportements et des pratiques qui s'y déploient. Ce que je veux souligner par là, c'est que, en fait, la comparabilité ne repose pas, de mon point de vue, sur la ressemblance. Ce qui peut paraître un peu provoquant ou même contre-intuitif, et je pense que c'est le contraire qu'il est. C'est-à-dire que considérer qu'on ne peut comparer que ce qui est proche, dans lequel on repère une forme de similarité, c'est pas une condition de la comparaison. De la même manière que l'incomparabilité ne repose pas sur la dissemblance. Ce qui permet la comparaison des contextes, c'est précisément, et ça fait partie du travail de contextualisation, la formulation à la fois théorique et ancrée par rapport à des environnements sociaux, de problèmes, précisément pour ne pas se laisser embarquer ni par on pourrait dire des ressemblances ou des dissemblances spontanées, ni par des catégories disponibles qui s'imposeraient à nous pour dire ces contextes sont proches. Je prenais l'exemple des États plus régulés de diverses manières politiquement. On va comparer des États fédéraux avec des États et vice-versa. C'est de mon point de vue une façon trop, non élaborée de penser la comparaison. Je voulais faire référence là-dessus à quelque chose qui me sert en cours aussi avec les étudiants. C'est l'iceberg culturel que vous connaissez probablement de Hall, qui en fait montre comment il y a en matière d'expression culturelle une partie émergée et une partie immergée. Et qu'au fond, on a tendance, forcément y compris dans la mise en œuvre de comparaison, à être très attentif à ce qui apparaît, à ce qui est le plus visible. C'est-à-dire la langue, par exemple. Ça peut être l'expression culturelle publique, un certain nombre d'institutions, les arts, etc. Toutes ces choses qui relèvent plutôt d'une conception patrimoniale de la culture. Et puis à l'intérieur, ou plus exactement sous
la partie émergée, c'est-à-dire dans la partie immergée, il y a des choses beaucoup plus sensibles et qui peuvent faire l'objet d'approches comparatives extrêmement instructives au-delà des ressemblances spontanées, qui sont justement le rapport à l'altérité, le rapport à soi, le rapport au corps, le rapport précisément à toute une série de choses sensibles dans l'espace social, le rapport aux femmes, le rapport de genre, etc. Toutes ces choses qui sont finalement de l'ordre de la partie effectivement immergée de l'expression culturelle, mais qui, lorsqu'elles sont mises en perspective, sont extrêmement instructives. Ce qui est intéressant dans la forme scolaire, puisque en éducation comparée, je travaille principalement sur l'école et ses enseignants, mais au-delà de mon propre cas et de ce qu'on peut faire dans mon équipe, il me semble qu'il y a dans le cas d'école, dans l'école, effectivement, une sorte de cas particulier, qui est que précisément, ça renvoie à la fois à du commun, projeté, et à du hautement divers, vécu. Et ça suppose donc, effectivement, comme le dit là Appadurai, effectivement, l'idée qu'au fond, pour accéder à la compréhension, à une compréhension et une granularité fine de compréhension de ce que sont les écoles nationales, par exemple, ça suppose d'intégrer ou d'accepter leur grande diversité interne et par ailleurs marquée par une forte fragmentation que le comparatiste devra en quelque sorte intégrer dans son analyse, de sorte de ne pas faire reposer sur quelques cas une identité scolaire nationale, par exemple, ce qui est évidemment un risque assez courant. J'en viens au deuxième point qui est, dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer, la question de l'attribution et de la construction comparable. Je pars de l'idée qu'avait évoquée il y a déjà bien longtemps d'Étienne par rapport au travail comparatiste, c'est que le comparatisme procède d'abord d'un étonnement, c'est-à-dire du fait d'être confronté à quelque chose qui est à ce point différent voilà, que lorsqu'on s'intéresse à cette spécificité, nous étonne, nous paraît étrange. Il y a dans l'idée de construction comparable d'abord la question de la langue. Pourquoi en particulier j'insiste là-dessus? Parce que nous sommes dans ça a été rappelé en introduction par, alors je ne sais plus exactement qui, mais en tout cas une des personnes qui a parlé, et c'était très juste, pour dire à quel point nous étions, enfin nos univers culturels et sociaux étaient marqués de plus en plus par des phénomènes de circulation, de mondialisation, comme on dit, d'imposition dans des espaces sociaux, de termes qui circulent. Et en fait, l'enjeu pour le comparatiste, et c'est d'ailleurs un travail passionnant, est précisément de ne pas se leurrer, de la même manière qu'on ne doit pas se leurrer aussi des intentions, par exemple, d'un espace public, forme, non pas d'imposition, mais en tout cas de proposition de sens que précisément le comparatiste, le chercheur de manière générale, doit décoder et qui appelle justement une mise en question de la littéralité du langage, qui suppose donc de voir comment cette langue ou ces mots sont précisément habités, travaillés, je dirais presque traduits, on pourrait dire au sens latourien, dans des espaces sociaux, éducatifs, etc. Cet élément me paraît essentiel pour aller dans le sens de ce que beaucoup de comparatistes ont promu, c'est-à-dire une attention à un travail de clarification. De clarification qui renvoie au fait qu'on ne compare jamais que des idées comparables. Ça renvoie aussi à l'idée de problème. C'est-à-dire que la problématisation est une nécessité, tout simplement parce qu'à l'arrivée, on peut avoir les mêmes mots qui réfèrent à la fois à des pratiques sociales, à des intentions politiques et à des positions même d'acteurs par rapport à elles qui vont être extrêmement différentes parce qu'elles n'ont pas la même histoire dans l'espace social dans lequel on se situe. Bon, je prends là quelques exemples, mais le terme de professionnalisation, le terme d'inclusion, le terme même d'évaluation va prendre des résonances tout à fait différentes selon les lieux dans lesquels il se développe, dans lesquels il se déploie, et au fond, a fortiori, lorsque ces mots apparaissent très brutalement dans un espace linguistique et culturel, comme c'est le cas, par exemple, de la notion d'inclusion, par exemple. C'est évident que
comparer des dispositifs inclusifs en France et aux États-Unis, ça suppose vraiment d'inscrire la réflexion sur un axe temporel pour précisément explorer de manière croisée comment, comment je dirais, à la fois l'espace social a fait émerger cela, souvent sous l'angle on pourrait dire, d'une circulation par le biais des grandes organisations internationales, donc qui n'est pas neutre sur ce plan, mais aussi par le fait spécifique à des espaces académiques et linguistiques. Et ce sont des éléments qui sont, de mon point de vue, qui ne s'ajoutent pas au reste, mais sont véritablement de l'ordre du travail comparatiste, si on veut faire des choses un peu élaborées et consistantes. C'est la raison pour laquelle, et là je parle à la fois comme, je dirais, comme élément qui me paraît intéressant, mais aussi comme des choses qui est éprouvée, c'est-à-dire qu'en fait, depuis longtemps, on travaille dans nos équipes un peu sur ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt, lorsque notamment on met en place des équipes de recherche interculturelles, internationales et souvent interdisciplinaires, ce qui est nécessaire, puisque moi je plaide souvent pour un pluralisme méthodologique, et puis on n'a pas tous les mêmes compétences, et cet enrichissement est extrêmement utile. De la même manière, c'est important de veiller, lorsqu'on constitue des équipes autour de projets de comparaison, d'éducation comparée, prendre des gens qui ont précisément des ancrages à la fois culturels, linguistiques différents. Quand je dis linguistique, ça peut être aussi ces langues auxquelles je faisais référence. On peut avoir des comparaisons intranationales, mais qui renvoient aussi à des arrière-plans linguistiques qui sont différents. Et ça suppose donc d'arriver avec une armature théorique relativement ouverte et flexible, c'est-à-dire effectivement une forme de fluidité qui permet précisément ce travail de clarification. Le problème, et ce qui obère souvent le travail comparatiste, c'est lorsque tel ou tel membre d'une équipe va arriver avec une vision très claire, très marquée par un champ conceptuel, théorique, et donc avec une logique un peu d'application précisément de choix théoriques qui n'auront pas été mis à l'épreuve de la délibération collective. Or, cette délibération collective autour de ce dont on parle, la construction des objets, la construction des concepts, la façon dont ces concepts, justement, n'ont pas de sens s'ils ne sont pas indexés à la façon dont ils vivent, la mémoire vive, dans des environnements qu'on approche, qu'on étudie. À ce moment-là, on passe à côté de tout un travail de clarification qui fait partie du travail de contextualisation et qu'on pourrait appeler, ce que j'appelle en référence à ce que, par exemple, Baudrillard a appelé la rétroversion, mais qui renvoie, on pourrait dire, à la manière dont on remet dans une langue, on remet en mots quelque chose qui a été imposé dans un environnement. Je parlais de l'inclusion, je parlais de la professionnalisation. C'est ce qu'on pourrait appeler en termes linguistiques le thème. C'est-à-dire qu'on passe d'une langue à une autre, une langue de départ, mais en faisant le chemin qui a été accompli, je dirais, indifféremment à des enjeux sémiotiques. C'est un peu le sens de mon propos, c'est-à-dire comment on donne de la consistance sémiotique à des mots. Ça, c'est vraiment un travail passionnant et qui, en s'appuyant justement sur des chercheurs de différents horizons disciplinaires et linguistiques, permettent véritablement de travailler ces concepts. C'est donc, alors je ne vais pas exemplifier tout cela, mais enfin on a un certain nombre de recherches qui sont actuellement en cours autour de la formation des enseignants, de l'inclusion, du curriculum aussi, qui essaient de mettre en œuvre cela, c'est-à-dire sur des bases interdisciplinaires, interculturelles et plurilingues. Deuxième point sur lequel je voulais insister par rapport à cette idée de comparabilité, c'est les enjeux donc d'attribution que j'évoquais en introduction. C'est-à-dire les différences ne disent rien par elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle, même si la description est une catégorie que je n'exclus pas du travail comparatiste, j'y reviendrai ensuite parce qu'en formation, je l'utilise beaucoup, la description ethnographique ou monographique. Mais, encore une fois, comme les yeux ne sont pas des fenêtres, on ne décrit pas les contextes et en disant les différences, on a fait de l'éducation comparée. Non. L'idée, c'est qu'en fait, ça suppose effectivement, en particulier pour éviter de céder à la tentation
de saisir en effet des différences comme des indices de différenciation nationale, ça suppose un travail d'étayage extrêmement patient, notamment pour se mettre à l'abri d'interprétations finalement complètement leurrantes, complètement faussées par des cas qui précisément auront été choisis d'une manière aléatoire. Et là, j'en viens justement à la question des cas, puisqu'on fonctionne beaucoup par étude de cas. Je disais qu'on ne compare pas ce qui se ressemble, mais ça ne veut que ce qui se ressemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit absolument l'exclure, mais on doit véritablement, lorsqu'on établit un corpus autour d'un projet de connaissance, arriver dans une équipe à la production de ce que Rajin appelle un compromis des cas. C'est-à-dire qu'on, sur la base de facteurs, de variables qui vont être différenciés, on arrive à avoir dans la comparaison à la fois inter et intra des cas similaires, des cas différents, des cas qu'on juge typiques. Bon, ça dépend de l'objet, mais par rapport à leur récurrence dans un espace social, et des cas extrêmes, c'est-à-dire très polairement opposés. Ainsi, on aura un certain nombre d'éléments de pondération qui nous permettront justement de ne pas aller hâtivement à des conclusions qui feraient reposer sur des différences inter, des choses qui en fait sont aussi observables en intra. Je pense par exemple à des travaux d'une collègue danoise qui travaillait sur l'enseignement des mathématiques et qui faisait précisément des recherches à la fois dans un espace national et dans plusieurs espaces nationaux, et qui mettait en œuvre, comme on essaie de le faire aussi, des comparaisons intercontextes, mais en considérant que ces localités peuvent révéler des différences peut-être même plus fortes sur un plan intra qu'inter. Et c'est quelque chose qui se vérifie. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on travaille sur l'école, l'état de fragmentation de nos systèmes éducatifs est tel qu'on repère sur un plan trans ou international, des récurrences fortes entre des établissements qui sont implantés dans des environnements socio-économiques, plus forts qu'à l'intérieur d'une même nation entre des établissements qui sont séparés de quelques kilomètres. C'est donc une manière de dire qu'au fond, la contextualisation suppose une attention à la continuité, y compris intranationale ou la discontinuité, et à la fois intra et internationale. C'est vraiment quelque chose qui me paraît important précisément pour lutter contre la tentation de faire reposer ce qui est classique et qu'on retrouve évidemment de manière, je dirais presque emblématique dans les grandes évaluations internationales, les différences sur des éléments internationaux. Comment dire, le cadre international est lui-même par définition pluriel, donc dire que ça repose, il y a une école française, ça n'a juste pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça suppose un étayage sur les ressorts de ces différences. Et c'est en cela que le travail comparatiste peut… D'ailleurs, il ne s'oppose pas forcément aux évaluations internationales. Par exemple, je fais partie de ceux qui pensent qu'en effet, il peut y avoir dans PISA des éléments extrêmement intéressants que nous serons bien en peine en tant que petites équipes de recherche ou de chercheurs isolés à faire émerger. Simplement, méthodologiquement, il y a des manières aussi de le faire dans lesquelles on ne peut pas se reconnaître. Et par contre, sur cette base-là, on peut explorer justement, on peut mettre à l'épreuve des conclusions qui sont formulées par PISA ou d'autres évaluations internationales pour pondérer, éventuellement contredire, les éléments qui apparaissent dans ces évaluations. Donc c'est une manière de dire, c'est là que je voulais insister, que le contexte, c'est pas ce qui est concret, quoi. C'est pas l'empirie d'un côté et puis la théorie de l'autre. Le contexte, c'est pas ce qui s'oppose à ce qui est dans la tête et puis ensuite on va sur le terrain. C'est véritablement la construction raisonnée des relations complexes entre un phénomène et un environnement. Et donc je prends 3 exemples pour expliquer ça, et je prendrai comme exemple quelque chose dont j'ai d'ailleurs discuté très récemment dans une journée d'études sur PISA, qui est la question de la contextualisation de plus en plus forte dans les évaluations internationales. Sur le motif que j'évoquais en introduction, qui est que l'enjeu des écoles, c'est pas simplement de vérifier des savoirs, mais aussi de préparer les élèves à agir, à agir en société. Et donc, sur ce plan, PISA intègre de plus en plus dans ses tests des contextes.
aux épreuves qu'ils soumettent aux élèves de 15 ans. J'insiste pas, vous connaissez PISA. Et donc, ce qui est drôle, c'est que Eric Roditi, un didacticien des mathématiques, qui travaille justement actuellement sur les tests de mathématiques, montre dans ses travaux, et certains en cours, combien le contexte est purement formel. C'est-à-dire qu'en fait, on inscrit des tâches dans des contextes qui, en fait, n'ont absolument aucun rapport avec la tâche. C'est ce qu'on appelle, ce que j'appellerais une contextualisation alibi, c'est-à-dire qu'on dit, on contextualise les apprentissages, mais dans la mesure où il n'y a aucun lien entre la tâche et le contexte peut devenir éventuellement, pour celui qui est mis à l'épreuve, un obstacle dans la tâche, parce qu'il va s'interroger, mais en quoi ce contexte va être pour moi un élément pour résoudre la tâche? Alors qu'en fait, c'est juste une scène, c'est juste un arrière-plan purement formel. C'est ce que j'appelle le contexte alibi. Et les évaluations internationales en sont très marquées. Ensuite, il y a cette contextualisation qui me paraît, alors que j'appelle le contexte écran, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je prendrai l'exemple d'étudiants et de doctorants que je suis par rapport à un travail, notamment dans ce master, on les met au travail prioritairement sur l'élucidation ou l'élaboration conceptuelle, plus exactement, puisqu'on a affaire à des gens qui sont en général bilingues, puisque c'est un parcours bilingue, anglais-français, et on leur demande de travailler sur un concept qui leur tient à cœur, et on essaie de les rendre attentifs à l'intérêt de mettre en perspective les espaces académiques, linguistiques, culturels, les aires finalement, dans lesquels ces concepts sont travaillés. Alors, ce qui est drôle, c'est que par exemple, récemment, il y a une étudiante qui revient vers nous et qui dit, écoutez, sur la notion de littératie, j'ai trouvé une littérature massive dans la littérature anglo-saxonne. Et puis, alors, par contre, en France, c'est vraiment balbutiant. Il y a des choses en infocom, etc., mais je ne trouve pas grand-chose. Là, on est typiquement dans des éléments qui renvoient à la fois à la circulation des concepts qui font que, par exemple, un champ de recherche va s'imposer progressivement dans le cadre de la mondialisation même de la recherche dans un espace national et apparaître progressivement dans la revue. Et si on regarde un peu les courbes, on voit que ça monte, la littératie. Mais faire passer aussi l'étudiant en question ou le chercheur qui s'aventure là-dedans donc qui va le faire passer à côté d'un certain nombre de travaux qui parlent de ça, mais qui s'appellent différemment. Et par exemple, le champ des didactiques à explorer depuis belle lurette un certain nombre d'objets qui sont pris en charge par le champ de la littératie, mais qu'un étudiant, finalement, étant attentif au seul mot, au seul concept, va passer à côté. Et on revient là, donc, à ce que j'évoquais, c'est qu'au fond, la comparabilité des idées. Si on s'en tient simplement aux mots, on va avoir forcément une forme d'écran par rapport à la réalité qu'on approche et dont on va dire quelque chose. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Un troisième exemple, c'est quelque chose qui est contenu aussi dans des évaluations internationales bien connues, mais que j'appelle là, pour le coup, le contexte obstacle, c'est-à-dire le refus d'obstacle. C'est-à-dire qu'il y a, notamment dans une perspective de comparaison intercontextuelle, en tout cas internationale, justement, dans cette tentation de euphémiser les concepts, une sorte de manière d'éluder ce qui néanmoins est au cœur de l'éducation. Ce que je dis là, bon, c'est dit par beaucoup, c'est-à-dire qu'au fond, la particularité d'un outil comme PISA, par exemple, ça va être de ne pas s'intéresser à ce qui néanmoins pour les sociétés est central, c'est-à-dire la formation citoyenne, morale, les humanités, la formation par les arts, donc la dimension esthétique de l'éducation, au profit précisément d'éléments beaucoup plus, on va dire, non pas universel, parce que ce serait un mot abusif, mais en tout cas partagé, c'est-à-dire des savoirs plus que des valeurs. Ça, c'est quelque chose qui relève effectivement d'un refus d'obstacle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces éléments-là, qui néanmoins centraux, ne sont pas jugés, ou en tout cas sont jugés comme pouvant mettre en péril le type de connaissances produites par ces évaluations, à ce moment-là, on va les éluder. C'est une manière donc de considérer qu'il y a dans l'idée de contextualisation une attention à la façon aussi dont les contextes sont parfois soit effectivement contournés, soit instrumentalisés, comme je l'évoquais, soit tout simplement niés. Et ça fait partie aussi du travail de contextualisation du chercheur. Et enfin, je voulais parce que je l'ai évoqué en introduction, insister sur
toute l'utilité, effectivement, pour les formateurs que nous sommes, les enseignants, de précisément le travail autour de ces obstacles qui sont de différentes natures pour développer, pour former, pour développer un comparatisme que je qualifierais de relationnel. Parce que tout comparatisme est relationnel, certes, parce qu'il induit une forme de que cette relation soit exclusive ou qu'au contraire, elle soit dialogique. Donc, je devrais dire même un comparatisme dialogique, fondé justement sur l'interculturel. C'est comment on fait sortir nous-mêmes d'abord, hein, parce que la familiarité, on le sait, au-delà de l'éducation comparée, est aussi une manière aussi de se rendre aveugle finalement à des choses qui nous sont proches. Elle commence précisément parce qu'elles le sont. C'est donc arriver par des formes, et notamment par la mise en œuvre d'écrits, mais la mise au travail des étudiants et de nous-mêmes aussi, hein, dans le cadre de la recherche, d'écrits autour qui prennent en charge différentes dimensions que j'appelle l'ethnocentrisme, après d'autres, le polycentrisme, c'est-à-dire le polycentrisme, c'est qu'au fond, il y a de l'ethnocentrisme, mais il est pluriel. Ça renvoie un peu au modèle culturaliste, c'est-à-dire qu'il y a de la spécificité partout. Donc, il y a une reconnaissance de l'altérité, mais c'est pas ça qui permet de se comprendre. Le folklorisme, ça c'est quelque chose que je trouve très régulièrement, par exemple, le rapport que les médias ont en général à l'étrangeté est un peu folklorique. C'est-à-dire qu'on va chercher justement les parties de l'iceberg les plus visibles, les plus, d'une certaine manière, les plus, oui, ça renvoie à la logique des clichés finalement, hein, ou des stéréotypes. La logique du stéréotype est quelque chose qui gâte le travail comparatiste, a fortiori lorsqu'il ne prend pas soin précisément de créer les conditions de la problématisation. Il travaille sur des problèmes communs. Le folklorisme crée de l'altérité, voire de l'étrangeté, par définition. Le monolinguisme n'y revient pas, le culturalisme. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur ce principe d'étonnement à travers un certain nombre d'outils de formation. Alors, parmi ceux-ci, et c'est ce qu'on met en œuvre dans notre master, c'est l'écrit monographique. Quelque chose qui est classique, que vous connaissez en tant que formateur, qui renvoie un peu à ce qu'on appelle le rapport d'étonnement, justement, où on va inviter, par exemple, un enseignant en formation initiale ou continue, à s'échapper un tout petit peu, à s'extraire un peu du milieu dans lequel il agit et pour lequel il est là, parce que quand les gens sont en formation, c'est pas pour travailler sur des problématiques qui habitent d'autres lieux de formation, mais néanmoins, ce dépaysement a des vertus par rapport à la propre compréhension de sa situation. J'ai commencé par là, la logique de situation dans le monde, d'orientation est essentielle. Et donc, c'est en cela que le registre descriptif est extrêmement intéressant. Décrire, c'est jamais s'affranchir malgré tout d'un point de vue, parce qu'on ne décrit jamais que depuis un point de vue, mais il y a une volonté d'objectivation qui est quelque chose qui permet ensuite d'être mis en dialogue avec d'autres tentatives d'objectivation et permettre de comprendre. L'écrit réflexif, c'est encore autre chose. C'est la manière dont on met en place à la fois des dispositifs descriptifs, des dispositifs narratifs, c'est-à-dire où on a souvent affaire à des professionnels, donc on les met aussi en situation d'avoir une capacité réflexive sur leur propre production, à la fois individuelle et collective. Et c'est quelque chose, alors je vais y venir après, donc je ne vais pas l'effleurer là, mais distinguer à la fois le registre descriptif, le registre narratif, le registre analytique, qui est radicalement différent et qui permet le professionnel en formation à se frotter précisément à des registres de discours à la fois complémentaires et distinctifs. Le problème, justement, c'est que pour faire une bonne évaluation, il ne faut pas d'emblée être dans un registre évaluatif. Parce que si on est d'emblée dans un registre évaluatif, on oublie toute une série de précautions d'usage par rapport à ce qu'on observe et ce qu'on approche, qui précisément passent par d'autres registres discursifs. Et précisément, le registre analytique, le registre narratif qui renvoie aussi à une forme d'élucidation de son rapport à l'objet qu'on veut évaluer ou qu'on veut comprendre, hein, parce qu'on n'est pas forcément dans l'évaluation, et donc un écrit collaboratif. Et ça renvoie à la dimension à la fois éthique et, de mon point de vue, essentielle, en particulier dans les métiers de la formation, parce que c'est dans ces métiers-là que j'évolue, comme je pense pas mal d'entre vous, c'est la façon dont on va mettre les gens dans la production d'écrits collaboratifs qui vont placer la coopération dans l'écriture comme un élément essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, arriver dans un modèle, notamment éducatif, le nôtre, comme beaucoup, très fondé sur l'individualisation. Finalement, la méritocratie, c'est ça. Hein. Chacun fait à la mesure de ses moyens. Bah, pour une fois, mais on le peut avec des adultes, avec des élèves aussi sans doute, mais parfois les parents s'en émeuvent, eh bien, on peut les mettre au travail en considérant que la production sera commune, invariablement,
indifféremment à la façon dont chacun a contribué. Et ça, c'est difficile à accepter. Mais il se trouve que, malgré tout, le monde professionnel, c'est aussi ça. On est toujours co-responsable de ce que font les autres. Et en formation, c'est quelque chose qui a de grande vertu, précisément parce que ça engage les formés à des réflexions, justement, sur qu'est-ce que ça veut dire de produire des choses qui vont être à la fois individuellement utiles et collectivement fondées, comment je vais me positionner par rapport à ça, et on les met aussi systématiquement au travail sur le plan de l'évaluation de tout cela. C'est-à-dire qu'on met à la fois en place des dispositifs d'écriture, d'accompagnement d'écriture, mais aussi des dispositifs d'évaluation du processus d'écriture. On s'intéresse à la façon dont tout ça c'est fait. Donc, voilà, pour finir, l'idée, c'est vraiment de considérer que, en tout cas, moi, c'est plutôt un retour d'expérience. Hein, je ne suis pas du tout là pour donner des leçons, loin de là. C'est plutôt l'idée qu'au fond, notre parcours de chercheur en éducation comparée, en sciences de l'éducation, il est complètement nourri à la fois par la manière dont on fait de la recherche, hein, la vie de laboratoire, justement, comme disait l'autre, et puis aussi par la formation. C'est-à-dire que je n'imagine pas qu'on puisse voilà, ne pas enseigner, chercher et former, parce que dans ce que produisent aussi nos étudiants sur des outils comme cela, il y a des mines de compréhension de ce que nous-mêmes nous entreprenons en tant que comparatistes, en particulier par rapport à la contextualisation. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'espère ne pas avoir été trop long, mais je vous remercie de votre attention. J'ai essayé avec un de trois soleils, je ne sais pas si vous connaissez. Dès que le conférencier regarde, on se rapproche. Donc, tous les responsables de ça, vous voyez. Mais ça marche très bien. J'ai compris. Ça rapproche au fur et à mesure. Voilà, ça permet de dire bon, alors, je crois qu'on remercie beaucoup M. Mallet. On va peut-être tous et toutes rencontrer quelques problèmes techniques, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut déborder non plus trop du programme. On sentait toute l'envie. Désolé pour ces problèmes techniques. Merci d'avoir fait cette première conférence d'ouverture. Et je vais passer sans plus tarder la parole à monsieur le professeur Antoine Delfroy, professeur en sciences de l'éducation. C'est hyper important dans la notion de. Merci. Monsieur, il a participé à la fondation du CREF, donc le laboratoire de recherche, qui supporte ce colloque. Il a aussi été directeur de ce laboratoire pendant 10 ans, professeur de mathématiques dans un premier temps, puis il s'est converti aux sciences de l'éducation et il est actuellement vice-président de l'évaluation factuelle et avec plein de mots encore derrière. Et donc, s'il y a une personne que ce colloque va intéresser, hormis vous, c'est lui. Et c'est aussi le directeur de publication de la revue Contexte et Didactique que je vous. Voilà. Je passe la parole, M. Président. Alors, vous avez compris donc que je suis un peu un escroc, puisque je ne suis pas de formation en sciences de l'éducation et que les questions d'évaluation, vous savez un petit peu, quand on prend un rôle politique, c'est pas forcément parce qu'on est compétent dans ce domaine, mais ça peut être pour bien d'autres raisons. Dont vous pourrez donc donner la solution ou vos approches, notamment par rapport aux techniques qui ont été évoquées par Régis Mallet, qui est tout simplement d'essayer de trouver des grilles explicatives du résultat fondamentalement différent dans les Outre-mer du premier tour des élections présidentielles françaises par rapport à l'Hexagone. C'est tellement spectaculairement différent qu'effectivement, il ne faudra sans doute pas interroger simplement Il faut faire un nouveau partage, il faut supprimer. Je ne sais pas si tu as partagé. Ah ben, j'ai pas, je pensais que c'était tout à fait automatique. Voilà.
Oui, bon. Voilà. Alors, évidemment, je remercie beaucoup l'ADME, le conseil scientifique pour m'avoir fait confiance. Et puis, dans 40 minutes à peu près, vous pourrez évaluer si cette confiance était méritée. Alors, c'est assez banal. Ce que je vais dire est assez banal. J'en suis un peu désolé. C'est vrai que du point de vue des études sur les relations entre contexte et évaluation, la France et ses outre-mer constituent finalement un cas d'école, puisque on est dans un système qui reste extrêmement centralisé, avec un État qui est le principal prescripteur, des divisions territoriales que sont les régions académiques, et puis des acteurs de terrain qui sont pris entre le respect des dispositions réglementaires et puis l'envie, pour différentes raisons, on en évoquera certaines, d'adapter leurs interventions donc aux caractéristiques des lieux d'exercice. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous donner 3 exemples. J'ai voulu me faire plaisir au travers de ces 3 exemples. Donc le premier, c'est le baccalauréat scientifique en France, parce que nous avons même ici en Guadeloupe, et autour d'un objet qui a existé il y a une quinzaine d'années, qui sont les restitutions organisées de connaissances. Le deuxième, le brevet de technicien supérieur, dont on verra pourquoi il est intéressant ici, et les évaluations en sciences de gestion en BTS. Si j'ai pas le temps de faire ce second exemple, c'est pas grave. Madame Audacre, je ne sais pas, elle est encore à l'accueil, je pense, se fera un plaisir de vous en parler dans la session poster. Et puis le troisième, qui est un prétexte, qui est l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Alors là, je rejoins mes fonctions. Et avec l'évaluation de l'Université des Antilles, qui n'est évidemment qu'un prétexte pour vous faire découvrir l'institution qui vous accueille. Donc, d'un côté, je fais part de mes centres d'intérêt pour les mathématiques et de l'autre côté pour l'institution qui vous accueille. On voit donc que cette question est très, très personnelle. Alors, j'ai fait le temps. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai une pollution avec ma clé. Voilà, vous avez tous récupéré le diaporama. Donc, pour le cadre théorique, un premier point, pourquoi les Outre-mer européens comme terrain d'investigation? Alors, il y a une dialectique centre-périphérie qui s'exprime dans l'organisation européenne et qui a des degrés d'expression extrêmement variés en fonction du degré d'autonomie de chaque territoire vis-à-vis du pays dont il a dépendu ou dont il dépend encore pour la Guadeloupe ou la Martinique, pour citer les plus proches. Et puis, ces sociétés sont traversées, si vous regardez leur histoire des 50 dernières années, avec des velléités, des volontés d'autonomie plus ou moins importantes, avec, par exemple, le détachement récent dans la zone Caraïbe de la Barbade, de la couronne britannique, ou avec en Nouvelle-Calédonie, territoire français cette fois, un référendum qui a été bien contrarié par les conditions de son déroulement sur la question d'indépendance. Pour en revenir à la France plus particulièrement et ses outre-mer, l'école reste très centralisée. Il y a quelques possibilités d'adaptation des programmes et j'ai envie de dire qu'elles sont, je reprendrai volontiers l'expression, pour certaines raisons, elles ne s'adressent pas à d'autres disciplines. L'organisation macroscopique du système éducatif de ces territoires est essentiellement celui de l'Hexagone,
avec des nuances en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, puisque ces territoires jouissent d'un statut d'autonomie plus marqué. Voilà, ça c'est juste pour vous situer le cadre général de pourquoi effectivement les questions éducatives sont intéressantes et sont particulièrement sensibles à étudier ici. Alors, le contexte a été largement évoqué, effectivement, et le contexte n'est pas donné, donc la première chose pour essayer de l'appréhender, c'est de le modéliser. Et les premières modélisations sont des modélisations binaires qui opposent un contexte interne et un contexte externe, sauf qu'en fonction des auteurs, le contexte interne sera placé soit au niveau de l'individu, soit au niveau d'une petite collectivité, et le contexte externe sera plus étendu, et évidemment, les noms vont différer. Alors là, j'en ai repéré 3, mais contexte interne, contexte dialectique, et pour 3 collègues du CREF ici présents, et puis les settings chers à Jean Lave, avec en opposition dans le contexte externe, contexte périphérique et arène. D'autres modèles existent, et c'est sur celui-là sur lequel je vais m'appuyer. C'est d'après notre collègue Frédéric Tupin et son étudiante Sauvage Dadi. Vous avez dans le petit cadre l'objet, le sujet, le focal event que vous regardez, entouré de son micro-contexte. Vous avez un méso-contexte et un macro-contexte, donc une trilogie bien classique dans nos descriptions. Alors, avec les contraintes qui pèsent entre ces différents objets, éventuellement des marges de médiation et de manœuvre qui peuvent exister. Alors ici, jusqu'à hier soir, j'avais divisé le mésocontexte en 2, dans le modèle que je prenais. Aujourd'hui, je me demande si j'aurais pas dû mettre plus de choses en micro-contexte. Alors évidemment, là, c'est le tableau, rassurez-vous, c'est le tableau le plus complet de toute la... Après, ce sera très simple. Alors, je vais juste faire sur, par exemple, le premier, l'objet général pour la première étude, c'est le baccalauréat scientifique. L'objet spécifique sur lequel je me concentre, ce sont les restitutions organisées de connaissances. Le micro-contexte restera un petit peu les conceptions des professeurs. Le mésocontexte, je l'ai divisé entre d'un côté le lycée, son cycle terminal, et puis un autre plus didactique qui est l'enseignement des mathématiques. Je n'oublie pas que je suis mathématicien. Et puis le macro-contexte où j'ai rangé plusieurs éléments comme à la fois les politiques ministérielles et les sociétés. C'est parfaitement ouvert à la discussion, cette affaire-là. Alors, le troisième moment, et là les gens qui me connaissent savent que Michel Véret est un de mes auteurs de référence, et j'ai simplement voulu mettre l'accent sur la 5e partie de la transposition selon Véret. Donc, vous avez la citation, le contrôle des apprentissages. Alors moi, je ne l'ai même plus. J'aurais aimé ne pas avoir ça, je ne la connais pas par cœur. Voilà. Le contrôle réglé des apprentissages suivant des procédures de vérification autorisant la certification des compétences, c'est-à-dire le contrôle social des apprentissages. Alors pour moi, cette question m'importe beaucoup parce que si ça replace en fait dans la transposition la question de l'évaluation. Et cela, lui, il parle plus de bureaucratie, Chevalard parlera plus de noosphère. Évidemment, tout ça se prolonge dans des mouvements qui sont venus depuis sur les politiques liées au New Public Management, dont on vit ou subit tous les compétences, avec notamment l'évaluation des politiques publiques et avec cela l'évaluation des performances des opérateurs de l'État. Donc, tous ceux qui sont dans une université qui ont pratiqué savent que toute institution, mais le rectorat
à la refonte des institutions qui gèrent l'évaluation. Alors, je ne sais pas sur quoi j'appuie par erreur pour faire disparaître. Alors, sur les restitutions organisées de connaissances, c'est basé sur des travaux de Christian Sylvie et de moi-même, notamment, mais aussi de Duché, Logan et Alain Mercier. Alors là, c'est finalement le contexte que j'évoque ici, c'est pour vous évoquer, finalement, tout ça vise à vous évoquer la pluralité des contextes, et donc le fait que le contexte n'est pas donné, mais qui se construit effectivement. L'importance du raisonnement mathématique et de son apprentissage, c'est quelque chose qui est affiché dans les objectifs de cette discipline. Une de mes étudiantes interroge en ce moment des étudiants de classe préparatoire et de licence en Martinique et sur justement l'apprentissage de la démonstration. Et le terme qui ressort majoritairement, c'est pas démonstration, c'est pas preuve à l'anglo-saxonne, mais c'est raisonnement. Mais si on regarde les programmes, alors je n'ai pas daté l'extrait du programme, je crois que c'est les derniers en vigueur. Le terme raisonnement, il n'est pas si présent que ça, il est présent de façon un peu indirecte. On dit que son apprentissage s'effectue au cours de l'ensemble des cycles. Alors, je reviens un peu en arrière. Historiquement, dans les années 2000, l'institution constate qu'il y a peu de pratique de la démonstration en classe. Et donc, elle affiche comme objectif en France le fait de réinstaller dans les classes l'habitude de faire restituer par les élèves des démonstrations clairement structurées. Et le moyen qu'elle emploie, au nom d'un pilotage des pratiques par l'évaluation terminale, c'est de faire une épreuve du bac qui fait restituer en fait une démonstration du programme. Le programme a été mis entre guillemets en l'organisant à partir de... Alors, là, ça c'est la meilleure. Pourquoi j'ai perdu? Vous l'avez? Non. Personne ne l'a. Ça c'est... Alors... Bon. Alors, ça c'est le plus drôle. Alors, on ne va pas paniquer, on va arrêter ce partage. On va recommencer à trouver, alors, on va essayer d'aller chercher un autre fichier. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas éventuellement comment je récupère tout fichier d'abord. Ouais, alors je vais réouvrir le fichier. Ouais, ok, merci. Alors, ah oui, je vais l'ouvrir en PowerPoint tant qu'à faire, et je n'ai pas ouvert le même, je pense qu'il y a eu un problème. Voilà. Ouais, alors on va rapidement revenir en espérant que c'était simplement. Oui. Bon. Alors, il faut que je le repartage sur Zoom, me dit-on. Où est Zoom? Alors, mais alors ça, je ne sais pas pourquoi, par contre. J'arrête et je recommence, tu penses? Faut être optimiste, hein? Faut être optimiste. On va réessayer. En fait, je pense simplement qu'il y a quelque chose qui s'appelle une évaluation de la maîtrise des nerfs par du conférencier.
Ça doit être de cet ordre-là. Je vous ai juste montré là un exemple, peu importe le sens mathématique, mais vous voyez qu'une restitution organisée de connaissances, en tout cas les premières, elles étaient vraiment de cette forme-là, avec, on suppose, connu les résultats suivants, démontrer la proposition suivante. Donc, prérequis et les questions posées. Alors, pour passer à la diapo suivante, ce serait bien que ça fonctionne. Voilà. Alors, il va se passer ce à quoi on s'attend. Les associations professionnelles s'émeuvent de la difficulté et de l'inégalité entre élèves autour de deux choses. Soit les élèves avaient effectivement vu la démonstration concernée pendant l'année scolaire et ils avaient une chance de la reconstruire. Donc, selon des travaux à la fois qu'on trouve chez Matron et chez nous, le prérequis, en fait, il joue simplement, il permet de combattre l'altération des souvenirs dans ce cas-là. Soit les élèves ne l'avaient pas vu, il était difficile de l'inventer dans les temps limités de l'épreuve. Antibi estime difficile pour un élève de produire lors d'un contrôle de connaissances, etc. la solution d'un exercice très différent de ceux qu'il a traités en classe. Alors, évidemment, la restitution organisée de connaissances va disparaître aussi vite qu'elle est apparue du système. D'ailleurs, si vous avez regardé sur la diapo précédente, vous avez vu qu'elle comptait pour 4 points des 20 points de l'épreuve, sachant que l'épreuve était souvent notée sur 28. Vous voyez qu'elle ne comptait pas beaucoup. En fait, c'est un objet relativement banal, parce qu'après tout, en mathématiques, donner un exercice dans lequel on explique finalement un certain nombre de données, de choses qui sont supposées connues, et puis on demande de démontrer une chose nouvelle, c'est assez classique. Mais en fait, si on regarde bien, les premières choses, un contexte disciplinaire qui a été interrogé, donc comment enseigner la démonstration, comment s'assurer de son acquisition, et donc là toujours les résultats donc, de mon étudiante, Ramassani, Michael, montrent que, en fait, la transition entre le lycée et l'université ou les classes préparatoires, cet apprentissage n'est pas réalisé et que donc la question méritait d'être posée. Alors, il y a évidemment, cette fois, un contexte qui est plus lié au système éducatif, qui peut se poser la question du rôle des mathématiques comme discipline de sélection. Et donc, vous avez ici un petit extrait du rapport Villani-Torossian qui a été célèbre. Oui, il y a un micro ouvert quelque part. C'est en ligne, hein. Voilà, donc vous avez eu le temps de lire Villani. Donc, accéder aux mathématiques est devenu, les mathématiques plutôt, c'est devenu une des clés pour accéder aux études. C'est-à-dire que pour de l'information, son poids symbolique dépasse largement son poids réel. Et évidemment, ces différentes questions rejaillissent comme une question sociétale, et on en revient donc à Michel Véret. Mais en fait, là, on peut replacer dans l'histoire de l'enseignement des mathématiques en France depuis une 60aine d'années. Cette question revient. Alors, elle est venue avec la réforme des maths modernes dans les années 70. Elle est venue dans la réforme des séries du baccalauréat général en 95. Et elle est revenue encore lors de la réforme du lycée général 2019 avec la création des spécialités. Et pour les mathématiques modernes, ça a même fait l'objet, ça a même été mis en musique, puisqu'il y a un groupe de musique que vous avez là. Alors le disco, je connaissais, mais le disco Roulouf, je ne connaissais pas, qui s'appelait les mathématiques modernes. Et évidemment, ce débat, il ne reste pas cantonné, il est repris politiquement.
Donc, je vous ai cité deux exemples célèbres. Claude Allègre en 99, les mathématiques sont en train de se dévaluer de façon quasi inéluctable. Désormais, il y a des machines pour faire des calculs, idem pour les constructions de courbes. Une autre un peu plus récente sur la réforme qui était prévue. Dans la vie quotidienne, les maths ne servent strictement à rien, les maths ne sont pas très utiles. À l'issue de leur enseignement à l'école, je n'ai jamais utilisé, même pas 30 secondes, ce que j'ai appris en maths. Donc ce sont, là, il était ministre au moment où il l'a fait, et l'autre, c'est un ancien ministre de l'Éducation nationale française. Alors, évidemment, la petite conclusion de cette première étude, c'est il y a une écume médiatique qui se crée. Alors, je n'ai pas repris la campagne électorale la plus récente, mais vous pourrez voir les propos qui se sont échangés sur ces thèmes. Il y a une question éducative qui est posée, la nature et le rôle des mathématiques dans la formation de l'esprit, une question épistémologique autour de la place de la démonstration mathématique, et puis une question pédagogique et didactique que les didacticiens des maths regardent, certes, mais comment enseigner la démonstration et surtout comment évaluer l'acquisition des compétences liées à la démonstration. Alors, je ne réponds pas à ces questions, je suis là simplement pour poser un certain nombre de questions. Est-ce que tu me donnes le temps, monsieur, de faire la deuxième étude ou je passe? Alors, je vais aller très vite sur l'évaluation en sciences de gestion pour aborder finalement, cette fois, ce n'est plus une question disciplinaire, c'est une question sur le rapport dans le système éducatif français entre les diplômes qui se déroulent dans les territoires, qui sont enseignés dans les territoires, et puis les évaluations qui se passent au plan national autour du BTS. Alors, pourquoi le brevet de technicien supérieur? C'est une formation courte de l'enseignement supérieur français. Elle possède a priori un objet d'insertion professionnelle immédiate. Elle répond à un cadre national sans possibilité de modulation territoriale, donc le programme est fixé nationalement. Alors, oui, il y a une adaptation possible, c'est que le calendrier des épreuves écrites tient compte des différents calendriers scolaires. Comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie étant dans l'hémisphère sud, elle a le droit à des épreuves selon un calendrier différent. Mais en fait, ce sont des épreuves qui vont pouvoir parler de ce qui se passe pour l'économie et la gestion d'entreprises locales. Donc, deux raisons par rapport au BTS. D'abord, c'est une formation qui a un poids extrêmement important dans les académies des Outre-mer. Il y a deux formations supérieures courtes très emblématiques en France, les BTS d'un côté et les ex-DUT, diplôme universitaire de technologie, transformés en brevet universitaire de technologie depuis peu. Donc ce sont deux formations emblématiques courtes, avec des histoires différentes, et qui sont, en termes d'effectifs étudiants, dans un rapport de 1 à 3 dans l'Hexagone, environ. Dans les Outre-mer, elles sont dans un rapport de 1 à 10. 10 fois plus, le BTS est 10 fois plus important que les BUT, qui sont absents de certains Outre-mer en plus. Certaines universités d'Outre-mer n'offrent pas de BUT. Et puis, il y a une dimension pour des BTS qui ont des forts contenus en sciences de gestion qui sont liés à l'existence de régimes fiscaux particuliers. Alors, en Guadeloupe, nous avons ce vieil objet qui s'appelle l'octroi de mer, dont l'origine remonte au XVIIe siècle et qui taxe certains produits d'importation. Alors, pas que d'importation d'ailleurs, pour protéger la production locale. Économiquement, cet impôt a un effet très discutable. Dans ma vie antérieure, enfin dans une certaine vie, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Vizy, qui était le conseiller de François Hollande pour l'enseignement supérieur et qui qualifiait cette taxe de taxe imbécile. Et pour la Polynésie française, qui est le deuxième lieu de référence ici, bien, cette collectivité dispose de la compétence fiscale et donc détermine les règles fiscales qui s'y appliquent. Par exemple, si vous voulez, pour un universitaire français, mieux gagner votre vie,
je vous invite à vous postuler en Polynésie. Non seulement vous aurez une majoration salariale d'environ 80%, mais en plus, vous ne paierez pas l'impôt sur le revenu. Alors, vous pourriez évidemment me dire ce que n'a pas manqué de dire un des référés de la thèse au début d'Elisabeth Audac, oui, un régime fiscal, bon, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, non, il y a une inscription profonde de ces questions dans l'histoire de ces pays. Et si l'octroi de mer vient d'être renouvelé pour la période 2022-2027, c'est parce que finalement, ça a une telle symbolique qu'on n'arrive pas à trouver un système. Alors, d'autres conseillers politiques disent un peu autre chose. Ils disent, ouais, on sait que c'est inefficace, mais on n'a pas trouvé de dispositif mieux adapté. Donc voilà. Alors, culturellement, il y a une importance de cette affaire-là. En Polynésie, évidemment, là, le code fiscal de Polynésie, vous pouvez le consulter. Il est assez intéressant à regarder par celui national. Vous verrez qu'il est beaucoup plus bref et beaucoup plus simple à appréhender. Alors évidemment, en termes de formation professionnalisante, cette affaire-là a une importance sur la gestion des entreprises. Et donc, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que ces programmes d'évaluation nationale pilotent finalement les pratiques enseignantes un tout petit peu comme tout à l'heure pour le bac? On espérait que l'évaluation terminale, mettre des démonstrations au bac, finirait par imposer des démonstrations dans les classes de lycée. Alors, on a procédé, du moins Elisabeth Audac a procédé à des entretiens avec 6 professeurs ici. Alors, 6, ça peut vous paraître très peu, mais c'est finalement, sur les 2 BTS qu'on avait cités, c'est les 2 tiers des professeurs de gestion qui interviennent dans ces BTS. Et en Polynésie, j'ai opéré 4 entretiens en 2018. Je crois que c'était 80% des personnes qui pouvaient intervenir dans ces BTS. Alors, on n'avait pas ciblé sur l'évaluation dans un premier temps, mais forcément, elle est venue au fil de cette chose. Alors, en m'inspirant des travaux de Jean-François Marcel, j'ai un peu réanalysé les corpus que l'on avait obtenus. Et en fait, si on regarde nos enseignants interrogés, donc les 10, certains se centrent réellement sur la tâche qui doit être adaptée au contexte de l'étudiant. Alors, les fins évoquées par les enseignants, c'est plus des fins de motivation que véritablement des fins liées à l'insertion professionnelle. Et puis, un deuxième pôle, c'est la centration sur l'objectif. Ce que vise l'enseignant, c'est la réussite au diplôme, plus que l'acquisition des compétences professionnelles visées par celui-ci. Alors, évidemment, par rapport à l'évaluation terminale nationale, ces 2 pôles entraînent des éléments différents. Je serai très bref dessus, Elisabeth sera un peu plus détaillée. Donc, dans le même diplôme, enseigner éventuellement dans le même lycée, 2 exemples. En Guadeloupe, une professeure exploite des ressources locales. Bien sûr, je prends des articles locaux, elle développe un peu plus ensuite. Son objectif principal, c'est intéresser les élèves. Et puis tout de suite, elle met une limite. Ah oui, mais le taux de la valeur ajoutée n'est pas le même ici. Il y a un octroi de mer qui n'y a pas en métropole. Un autre va baser son enseignement en Guadeloupe sur les taux de TVA baptisés dans l'Hexagone. Clairement, quand il dit pourquoi, c'est « je ne veux pas pénaliser mes élèves à l'examen terminal ». Et puis, ce qui est une limite pour le premier devient un regret ici. On ne parle pas d'octroi de mer, c'est un peu dommage. Sur les donc il débute sa carrière par des allers-retours entre l'Hexagone et la Martinique. Et puis un jour, dans une formation continue en Martinique, donc il racontait bien sûr les taux de TVA, le régime fiscal de l'Hexagone, tranquille. Il a un stagiaire en formation continue qui lui fait remarquer, alors je ne vous l'ai pas remis parce que c'était en créole martiniquais,
C'est pas ça ici, lui dire. Bon, et puis, voilà. Alors, cet enseignant, du coup, se dit, eh ben, je ne sais pas trop comment faire. Et puis, là, il a eu l'idée de faire à ses élèves des fiches cartonnées en deux parties. D'un côté, tu mets ce que tu vas dire dans l'entreprise où tu seras en stage, dans le cadre de ta formation. Puis, de l'autre côté, tu mets ce qui se passe dans l'Hexagone. Et quand il arrive en Polynésie, là, ce côté extrêmement pragmatique qui a été repéré chez certains enseignants, ben pour lui, ça marche beaucoup moins bien parce que le statut d'autonomie du territoire, ben c'est encore plus éloigné des contextes nationaux. La situation géographique où ben le commerce en Polynésie, il se fait dans deux sens, nord-sud avec la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas très loin, hein, finalement. On importe de Nouvelle-Zélande, il explique qu'on importe de Nouvelle-Zélande les pommes, le mouton, la viande de manière générale, et on importe de la Chine, mais ça ne vient pas par le même côté. On importe donc les voitures, etc. de Chine. Et donc il dit qu'en fait, il faudrait vraiment travailler par rapport à ça. Alors, je vais essayer de récupérer la possibilité de passer diapo. Et puis, en fait, on voit finalement que les 10 enseignants, il y a un point d'accord sur celui-là, que j'ai repris par cette phrase. On n'a pas trop à contextualiser, pardonnez-moi, puisque c'est un enseignement, c'est un examen national. Alors, l'autre limite, qui est moins liée à ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'absence de ressources pédagogiques, de toute façon, si on voudrait contextualiser. Donc, ça, c'est notre enseignante de Polynésie, enfin, en poste en Polynésie, qui dit, bah, du coup, tu pars d'un article, sous-entendu de la presse locale, ou d'une note de l'Institut local de statistique, mais tu n'as pas toute l'analyse, ou ça demande du travail pour filtrer. Puis après, elle explique que le statut des enseignants non originaires de Polynésie, c'est d'être sur des contrats à durée limitée, 2 années renouvelables, et que donc le travail serait trop consommateur pour le faire. Alors, troisième étude, c'est là où les ennuis commencent pour moi, c'est comment parler d'évaluation en permettant à nos invités d'ici et d'ailleurs de mieux connaître cette institution. Alors, je prends tout de suite des grosses précautions méthodologiques puisque sous la présidence précédente de l'université, j'étais conseiller du président sur les questions d'évaluation. Et donc, dans ce que je vous raconte, j'ai le statut d'observateur participant, qui est toujours un statut qui exige beaucoup de précautions. Le processus a été retardé par la crise sanitaire, donc l'ensemble des analyses ne sont pas terminées. Environ, j'ai constitué une mémoire personnelle de cette évaluation qui équivaut à 2 gigaoctets de données. C'est vous dire le travail que demande une évaluation d'un établissement français. Et donc, nous sommes encore dans la démarche qui suit l'évaluation, qui est la démarche de signer un contrat, et donc il faut que je tente de ne pas nuire aux personnes ou à l'institution en vous disant ce que je dis. Alors, évidemment, le premier point, tout le monde va me dire « Ah oui, mais toute université se veut établissement unique ». Alors, c'est vrai que ça fait partie des demandes aux universités, en particulier aux universités françaises. Elles doivent affirmer ce qu'est leur marque, qui leur permet donc de fixer un positionnement performant sur le marché international. Alors, cette université, l'Université des Antilles, de ce point de vue-là, n'échappe pas à cette règle. Vous avez entendu dans les propos du président, donc ceux qui ont suivi les propos du président auront une bonne note parce qu'ils vont mettre sur un petit papier, et je récolterai après ce qui est une des marques de l'Université des Antilles. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il est vrai, et ça, objectivement, on ne peut pas aller contre, cette université possède des caractéristiques particulières. Alors, c'est un fruit de l'histoire, d'une histoire qui a 40 ans cette année, puisque ça fait, on fête cette année le 40e anniversaire d'une université de plein exercice aux Antilles en Guyane. Dans 2 lois récentes, célèbres en France, la LRU en 2007 et la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche de 2013, l'Université des Antilles et de la Guyane à l'époque est traitée de manière particulière. Elle n'est pas traitée dans la loi
vous verrez, si vous êtes curieux de ces choses-là, qu'il y a un petit article qui dit « L'Université des Antilles sera traitée au travers d'une ordonnance ». Alors, là, je ne porte pas de critique sur le gouvernement à ce stade-là. En fait, ces deux lois ont introduit des relations plus étroites entre l'enseignement supérieur et les régions. On en arrive aujourd'hui au fait que dans les contrats que signent les universités françaises, il y a un volet qui est signé entre l'État et l'université, et il y a un autre volet qui est signé entre l'État, l'université et la région. Donc c'est une chose nouvelle pour les universités françaises. Et il se passait tout simplement que l'Université des Antilles et de la Guyane était la seule université française implantée sur plus d'une région. Donc plutôt que de traiter ça dans la loi, on renvoie ça à un dispositif qui s'appelle l'ordonnance, qui est un dispositif prévu par l'article 38 de la Constitution française. C'est parce que qu'on est dans une fac de droit hein, que je rappelle ça, c'est pas pour une autre raison. Hein. Et surtout, en fait, on ne voulait pas retarder le processus législatif. Alors, notre université va vivre dans les années 2013-2015 plusieurs événements. La revendication d'une université de plein exercice en Guyane, on était Antilles et Guyane, qui sera créée au 1er janvier 2015, et puis les demandes en miroir de la création de deux universités en Guadeloupe et en Martinique. Alors, en réponse à ces demandes, une organisation particulière sera discutée, puis adoptée en 2015, avec, de nouveau par la loi législative, avec, toujours, du point de vue de juriste, la solennité de la loi permet de sceller l'unité de l'université. Mais la loi a un défaut, c'est que ce qui est modifié par une loi ne peut être modifié que par une nouvelle loi. Donc aujourd'hui, vous voulez changer la composition du conseil d'administration de l'université, vous êtes obligé de passer par la loi. Et en fait, cette loi, comme il y avait eu revendication de création de l'université, elle va prendre quelque chose d'intermédiaire qui est dit, on va créer des pôles régionaux, Guadeloupe et Martinique, et on va avoir une université qui aura deux pôles. À l'époque, on a parlé d'autonomie. Comme le terme d'autonomie ne figure pas dans la loi, je dirais des prérogatives renforcées. Et en fait, voilà un petit schéma. Côté gauche, une université française classique. Côté droit, l'université des Antilles. Alors, une université française classique dispose d'un conseil d'administration. Le corps électoral est constitué pour chaque élection de l'ensemble des personnels répartis par catégorie, peu importe la résidence administrative de ces personnels. Et puis, il y a un autre conseil, qui est le conseil académique, qui est composé de deux commissions, une commission formation et vie universitaire et une commission recherche. Alors, l'Université des Antilles dispose, elle, d'une structure plus complexe avec un conseil d'administration, un conseil du pôle Guadeloupe, un conseil du pôle Martinique, les deux formant ce fameux conseil d'administration. Et puis, pour le conseil académique, deux commissions formation et universitaire, deux commissions recherche, tout cela formant responsable des... Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faut que j'arrête ou que je reprenne? Ouais, en fait, c'est ça. Il y a une programmation. Vous croyez que c'est des bugs, mais non. Alors, je vais repartager. Alors, si tu me donnes juste 3-4 minutes, enfin 5 minutes, il faudra que tu me donnes un peu plus. Alors, en fait, donc, pour problématiser un peu tout ça, les universités françaises sont évaluées tous les 5 ans sur leur pilotage, sur leur formation et sur leur recherche. Alors, ce qui retient mon attention ici, c'est l'établissement. Alors, la première chose que j'ai relevée, c'est que dans ce processus, les universités ont le droit de demander au Haut Conseil qui les évalue
quelles sont leurs attentes? Donc, on peut en évoquer quelques-unes. Donc, nous, on l'a fait, on a demandé 2 attentes. Et première observation, le Haut Conseil qui nous évalue n'a pas la même attitude par rapport aux demandes des universités. Certains comités intègrent les demandes particulières au sein du rapport, sans mention particulière. D'autres font des analyses spécifiques identifiées dans des parties spécifiques du rapport. Ça, c'est pour les 6 dernières publications. Nous, simplement, ce qu'on a demandé, il y en avait 2, j'en retiens une. On a simplement demandé, finalement, quel regard portaient les évaluateurs sur cette organisation particulière. Donc, tout ça est public, le rapport est public, il est disponible. La première chose, alors on doit chercher au fil du rapport ce qui concerne nos attentes. Donc, la première chose, c'est que finalement, le HRS dit qu'il ne sait pas très bien comprendre l'articulation entre ce conseil et les commissions. Il estime notamment regrettable qu'un certain nombre de personnalités ne soient pas invitées dans ce qui s'appelle le conseil des composantes. Et effectivement, cette remarque est tout à fait fondée quand on la regarde, parce que c'est vrai que pour administrer correctement cette université, les vice-présidents de pôle, vous avez vu Madame Jean-Alexis, le président doivent agir de concert, et donc là, on peut dire que le Conseil a vu juste sur un point de notre fonctionnement. Le deuxième point est intéressant sur les questions d'évaluation. En l'état actuel, un équilibre entre l'unité d'établissement, etc. Alors, là, oui, alors si je dois conclure, ça va être un peu gênant parce que vous n'aurez pas les exemples négatifs. Là, je me suis posé 2 questions, en fait. Je me suis posé la question, sur un point de vue de l'évaluation, est-ce à l'établissement de fournir a priori des informations avec le risque d'introduire des biais? Et le deuxième, est-ce au comité d'experts de penser une méthodologie spécifique pour traiter cette question inédite? Et en fait, si vous regardez bien, alors là, d'un point de vue d'une question d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur, vous avez 2 phénomènes qui sont tout à fait classiques. On ne peut affirmer que la prudence énonciative, donc qui est le lissage des rapports d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur. Chaque fois qu'on dit un point positif, on met en face un point négatif. Et puis le deuxième point qui est assez important, qui est souvent en fait que ces rapports d'évaluation sont simplement des méta-rapports, c'est-à-dire des rapports sur l'exercice d'auto-évaluation qui a été fait par l'établissement lui-même. Donc cette structure de méta-rapport, finalement, fait que assez souvent, on ne voit pas finalement le troisième point était tout simple, en fait, et là, il pousse la question sur qui est responsable des erreurs dans les rapports, c'est que tout simplement, le rapport nous propose de faire des choses qui sont contraires à la loi. Et là, ça pose une question sur la profondeur de l'exercice, de la lecture finalement qu'ont eu les acteurs. Alors, j'ai pas besoin du partage, du moment que j'ai le son, je vais donc arrêter le partage. C'est finalement ce qu'a dit tout à l'heure M. Mallet, la complexité des questions, la nécessité de faire attention à comment on procède. Mais autour de l'idée de la territorialisation du curriculum, il y a un certain consensus qui s'établit, notamment dans les pays comme le Brésil, qui ont une structure fédérative. La question qui reste posée maintenant, et c'est la question que je pose à titre de conclusion, c'est comment finalement maintenant va-t-on territorialiser les évaluations? Et si vous regardez au travers de ces exemples, finalement, je pense qu'ils posent beaucoup de questions, notamment par rapport à la France. Est-ce qu'on est prêt à abandonner les références nationales? Comment la société va accepter cet abandon de références nationales?
On voit que chaque fois qu'on touche au baccalauréat, c'est une levée de bouclier partout. Et puis, j'avais un troisième point que j'ai oublié, donc je vais arrêter ici. Merci Antoine pour cette deuxième conférence de lecture. Alors, ce que je vous propose, c'est que